Dans les années 80, le géologue Brian Atwater découvre quelque chose d'étrange sur la côte du Pacifique Nord-Ouest. Des centaines d'arbres figés dans la vase depuis des siècles. En analysant leur cerne de croissance au carbone 14, les chercheurs réalisent que tous ont cessé de croître la même année, 1699. En quelques heures, ces forêts côtières ont été tuées, sans incendie, sans tempête, sans trace de maladie. Pendant près de 3 siècles, personne ne comprend ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'un géologue américain découvre la réponse au Japon, à plus de 7000 km. Mais cette catastrophe, c'est pas la seule chose qui rend cette région exceptionnelle. Parce qu'ici, sur la côte ouest du Canada, pousse une forêt comme on en trouve presque nulle part ailleurs sur Terre. Ici, 3 mètres de pluie tombent chaque année, nourrissant des géants de 70 mètres de haut qui peuvent vivre plus de 1000 ans. Il y a quelques semaines, je suis allé sur place, je me suis rendu sur l'île de Vancouver pour comprendre ce qui se cache derrière cette catastrophe et ce qui rend cet endroit unique au monde. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi explorer cette forêt où les arbres se nourrissent de saumon et où les espèces interagissent d'une manière qui défie ce qu'on pensait connaître des écosystèmes. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle de Artlist qui est le partenaire de cette vidéo et qui me permet de faire ce genre de production qui demande énormément de travail. N'avancez pas tout de suite la vidéo, vous allez voir, c'est très cool. En 30 secondes, je vous explique comment j'arrive à rendre vivantes des cartes qui de base sont en papier. Ça me sert beaucoup dans ce format documentaire. Pour ça, dans un premier temps, je place ma carte au milieu d'autres illustrations pour que l'ensemble soit sympa visuellement et je prends une photo. Ensuite, je vais sur Artlist, dans ce menu, je choisis Image to Image, je upload ma photo, j'écris un prompt qui est assez précis et d'ailleurs je vous le détaille en description, comme ça vous pouvez le recopier. J'utilise le modèle Nano Banana et je lance la génération. D'ailleurs pour info, ils ont récemment ajouté Nano Banana Pro qui est encore plus avancé en termes de rendu. En quelques secondes, j'obtiens ce résultat qui est vraiment top et que je vais maintenant animer. Pour ça, je clique simplement sur Animate et j'écris un nouveau prompt. Pareil, je vous le mets en description. Je choisis le modèle VO 3.1, mais d'après mes tests, le modèle Fast fonctionne tout aussi bien et il consomme 2 fois moins de crédit. 1 minute plus tard, j'obtiens ce résultat. Pour info, Artlist propose actuellement des offres jusqu'à moins 40% sur leurs abonnements, donc profitez-en, je vous mets le lien en description sous la vidéo. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. L'île de Vancouver se trouve à une 50aine de kilomètres au large de la côte ouest canadienne. Pour s'y rendre, la traversée dure environ 2 heures, le temps de voir défiler la côte, les montagnes et les forêts qui descendent jusqu'à l'océan. De l'extérieur, on voit pas vraiment de différence entre l'île de Vancouver et d'autres îles du Pacifique Nord-Ouest, jusqu'à ce qu'on arrive dessus. En sortant du ferry, il y a 2 choses que j'ai remarquées directement. La première, c'est que le ciel était complètement orange à cause des incendies qui ravageaient l'île, ce qui est assez ironique puisque je venais ici pour observer une des forêts les plus humides au monde. La deuxième chose qui m'a marqué dès les premières minutes, c'est la taille des arbres. Les Douglas qui bordent la route dépassent les 60 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée, les arbres de nos forêts françaises mesurent généralement 20 à 30 mètres. Donc ici, tout est 2 fois plus haut. Et encore, ce que je vois depuis la route, c'est des forêts de seconde génération. Quelque part au cœur de l'île, il reste des parcelles de forêts anciennes, des arbres qui n'ont jamais été touchés, des géants de plus de 1000 ans. Mais avant d'aller les voir, il faut revenir en arrière pour comprendre l'histoire, parce que cette île cache plus qu'une forêt ancienne, elle cache la mémoire d'un événement que personne n'a compris pendant 3 siècles. Cette histoire commence il y a bien longtemps. Quand les premiers Européens arrivent ici à la fin du XVIIIe siècle, ils découvrent les Nuu-chah-nulth qui vivent sur ces côtes depuis plus de 4000 ans. C'est une civilisation qui a su exploiter chaque ressource de cet environnement, les tuyas géants pour leurs maisons et leurs canaux, les saumons qui remontent les rivières chaque année et même les baleines qu'ils chassent en haute mer dans des embarcations immenses sculptées dans un seul tronc. Ces côtes, elles restent inconnues du monde occidental jusqu'à ce jour de mars 1778. James Cook jette l'ancre à Nootka Sound, il a 49 ans, c'est son 3e voyage d'exploration et d'ailleurs il ne s'en doute pas, mais il ne rentrera jamais en Angleterre puisqu'il sera tué 1 an plus tard aux îles Hawaï. En tout cas, à ce moment-là, en 1778, James Cook reste 1 mois sur place et pendant ce séjour, il va entendre des histoires locales. L'une d'elles parle d'un combat entre Thunderbird et une baleine monstrueuse qui terrifie les pêcheurs. Apparemment, les 2 créatures se seraient battues, ce qui aurait fait trembler les montagnes et l'océan se serait déchaîné. À ce moment-là, les Européens n'y croient pas trop, pour eux il doit sûrement s'agir d'une légende.
14 ans plus tard, en 1792, un autre Britannique arrive, George Vancouver. Lui, c'est un cartographe obsessionnel, il va passer 3 étés complets à dessiner méticuleusement la côte. D'ailleurs, ces cartes sont tellement précises qu'elles serviront de référence pendant plus de 100 ans. Mais ni Cook ni Vancouver ne se doutent de ce qui s'est réellement passé ici. Ils ne voient pas que l'écosystème qui les entoure est en train de se régénérer après une perturbation majeure, que la forêt qu'ils admirent a survécu à un événement catastrophique. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je vais encore laisser un peu de mystère autour de cette fameuse catastrophe. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé, on va aller ensemble explorer cet écosystème assez unique. Pour vous donner un peu de contexte, mon logement était près de Parksville, à l'est de l'île. Pour voir les forêts anciennes qui ont été épargnées, je me suis dirigé vers Tofino. Là-bas, il fait encore plus humide, il y a beaucoup de brouillard, la végétation est plus dense, les arbres sont plus hauts. Dans cette région de l'île de Vancouver, il tombe 3 mètres de précipitations annuellement, certaines années jusqu'à 4 mètres. Pour comparaison, Paris reçoit environ 60 cm de pluie par an, donc 5 fois moins. Après 2 grosses heures de route, j'ai enfin pu m'aventurer dans l'un des écosystèmes les plus rares au monde, une forêt pluviale tempérée. Des forêts pluviales tempérées, il en existe très peu sur la planète, et pour faire simple, c'est une forêt tropicale mais dans un climat plus froid. D'ailleurs, l'île de Vancouver se situe à la même latitude que Paris, donc on est loin d'un climat amazonien. Comme on l'a vu, la grosse différence avec Paris, c'est la pluie. Bon, je suis arrivé ce matin dans le coin, et il s'est pas arrêté une seconde de pleuvoir, donc c'est vraiment pas une légende, il y a une énorme quantité d'eau qui tombe, et je comprends mieux pourquoi la végétation est aussi dense. Et justement, cette densité de végétation a un impact sur la quantité de carbone stocké. Dans une étude publiée en 2024, on apprend que les forêts pluviales tempérées côtières représentent seulement 0,3% de la surface forestière mondiale, mais elles stockent entre 0,6 et 1% du carbone forestier total de la planète. Autrement dit, à surface égale, ces forêts accumulent 2 à 3 fois plus de carbone que les autres forêts. Sans rentrer dans les détails, c'est surtout dû au fait que ici, les arbres vivent très longtemps, parfois plus de 1500 ans. Mais ce qui rend cette forêt unique, c'est la façon dont chaque espèce interagit avec les autres. Dans toutes les forêts du monde, les arbres sont en compétition pour la lumière, l'eau, les nutriments. Cette forêt, elle fait pas exception, mais ce qui la distingue, c'est le degré d'interdépendance entre les espèces. Ici, il y a des interactions tellement poussées que beaucoup d'organismes ne peuvent pas survivre sans les autres. D'ailleurs, certains arbres se nourrissent de saumon. Quand j'ai appris ça, j'en revenais pas, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Quand on rentre dans une de ces forêts, la chose la plus visible, c'est que les troncs sont recouverts de végétation. La plupart des arbres sont colonisés par des épiphytes, qui sont des plantes et des organismes qui poussent sur d'autres plantes sans les parasiter. Ça peut être des mousses, des lichens, des fougères, et ces épiphytes, ils ont un rôle très important pour le bon développement des arbres en stockant beaucoup d'eau, un peu comme des éponges, pour la redistribuer quand il ne pleut pas pendant plusieurs jours. En plus de ça, quand ils se décomposent, ils libèrent des nutriments qui nourrissent les arbres sur lesquels ils poussent. Et en parlant d'arbres, certains ont développé des adaptations pour se nourrir du brouillard. C'est notamment le cas des Douglas qui sont capables d'absorber de l'eau via leurs épines, ça leur permet de maintenir une hydratation constante même sans précipitation. Avant de parler des arbres mangeurs de saumon, on va rapidement parler d'oiseaux et de réseaux de champignons. Ok, regardez, je viens d'arriver devant cet arbre, il y a un petit panneau qui indique que c'est un endroit à pivert ou autre espèce de pic. En tout cas, c'est du travail de précision, la découpe est parfaite. D'ailleurs, petit fun fact que j'ai appris récemment sur les pivers, c'est qu'ils ont une langue qui apparemment est disproportionnée par rapport à la taille de leur tête. Et en fait, la langue s'enroule autour du cerveau pour le protéger des chocs. Puisque quand il tape l'arbre super fort, évidemment ça fait des gros chocs au cerveau, et de cette manière il est protégé. Quand j'étais face à cet arbre, je le savais pas, mais une étude a déterminé que les trous creusés dans les arbres étaient utilisés par 69 espèces d'oiseaux et de mammifères pour s'abriter ou se reproduire. Encore une fois, c'est un bel exemple d'interaction entre espèces. Mais une des interactions les plus incroyables, elle se passe sous nos pieds. Un réseau de champignons microscopiques relie les arbres entre eux. Ces champignons mycorhiziens s'enroulent autour des racines et créent des connexions souterraines entre les individus.
Dans les années 90, Suzanne Simard de l'Université de Colombie-Britannique découvre que les arbres partagent des ressources à travers ce réseau. Du carbone, de l'eau, des nutriments. En 2009, son équipe cartographie un de ces réseaux. Résultat, l'arbre le plus connecté, un arbre-mère, était relié à 47 autres arbres. Le transfert de nutriments à travers ces réseaux est énorme puisque quand un jeune arbre est relié à un arbre mature par le réseau mycorhizien, il a 26 fois plus de chances de survivre que s'il était isolé. Une autre chose à noter, c'est que les arbres matures reconnaissent leur descendance et ils leur transfèrent 2 fois plus de carbone qu'aux autres arbres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez fou de se dire que les arbres sont capables d'échanger entre eux grâce à un réseau de centaines de kilomètres de champignons. Pour nuancer quand même, ce genre de réseau mycorhizien, ça existe dans la plupart des forêts. La différence ici, c'est que le sol ne gèle presque jamais et l'humidité constante est parfaite pour le développement des mycéliums qui peuvent rester actifs toute l'année. Dans les forêts pluviales tempérées, ce réseau est donc particulièrement important. Mais tout ça, c'est qu'une partie de l'histoire. Parce qu'il existe un autre cycle. Un cycle qui relie cette forêt à l'océan. Chaque automne, les saumons reviennent. Après avoir passé des années dans l'océan Pacifique, ils remontent les rivières par millions pour se reproduire. Et vous en doutez, autant de saumons dans les rivières, ça attire les ours. Pendant environ 40 jours, chaque ours capture plusieurs centaines de saumons. Et pour les consommer, souvent ils les traînent dans la forêt jusqu'à 150 mètres du cours d'eau. D'ailleurs, en période d'abondance, ils ne consomment même pas la moitié de chaque poisson, ils préfèrent les parties grasses, donc le cerveau et les œufs, et ils abandonnent le reste au pied des arbres. Résultat, des centaines de kilos de saumon se décomposent directement dans la forêt. Et cette décomposition, elle a un impact mesurable sur la croissance des arbres. Une étude publiée en 2019 montre que les arbres proches des rivières à saumon ont une croissance augmentée de 19%, avec des cernes en moyenne 1,5 mm plus larges. Et le cycle n'est pas fini. Quand ces arbres tombent dans les rivières, ils créent des zones d'eau calme où les jeunes saumons trouvent refuge. En se décomposant, le bois nourrit les insectes qui alimentent les nouvelles générations de poissons. Ces arbres, ils dérivent aussi parfois jusqu'à l'océan avant de s'échouer sur des plages. À chaque endroit où j'allais, je voyais des dizaines de troncs échoués, certains en meilleur état que d'autres. Ces troncs servent d'habitat à des dizaines d'espèces d'animaux et de plantes, donc même s'ils sont morts, ils gardent un rôle dans l'écosystème. Au final, l'océan nourrit la forêt et la forêt nourrit l'océan. C'est un cycle qui tourne depuis des millénaires, mais il y a 325 ans, quelque chose a failli briser ce cycle. Il est enfin temps de parler de la catastrophe qui a tué instantanément des forêts entières. Comme je l'expliquais en introduction, en 1987, un géologue américain, Brian Atwater, fait des relevés dans les marais côtiers de l'État de Washington. Il découvre des centaines d'arbres morts, figés dans la vase. Ces arbres n'ont pas brûlé, ils n'étaient pas malades, mais ils sont tous morts en même temps. En analysant leurs cernes de croissance, les chercheurs découvrent qu'ils ont tous formé leur dernier cerne en 1699, leur dernière saison de vie. Mais pour comprendre ce qui les a tués, il faut aller de l'autre côté du Pacifique. 10 ans plus tard, à 7000 km de là, un sismologue japonais fouille les archives historiques et tombe sur des récits étranges datant de janvier 1700. Des villages côtiers décrivent un tsunami sans tremblement de terre. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1700, des vagues ont déferlé sur la côte est du Japon. Le sismologue remonte le temps, un tsunami met environ 10 heures pour traverser le Pacifique. Si ces vagues arrivent vers minuit au Japon le 27 janvier, elles sont parties 10 heures plus tôt de la côte nord-américaine. C'est de cette manière qu'on a pu déterminer que le 26 janvier 1700, à 21h précises, au large de l'île de Vancouver, une faille sous-marine de plus de 1000 km cède, entraînant un séisme de magnitude 9. C'est l'un des séismes les plus puissants de l'histoire humaine. Toute la côte s'affaisse instantanément, les forêts qui bordaient les estuaires se retrouvent sous l'eau. Mais après le séisme vient le tsunami. Des vagues d'une dizaine de mètres déferlent sur la côte, détruisant tout sur leur passage. Plusieurs villages Nuu-chah-nulth ont été anéantis. Les récits oraux racontent que presque tous les habitants ont été emportés par la vague, faisant des centaines de morts, et qu'une seule femme a survécu, accrochée à un canoë. Trois siècles plus tard, la forêt est bien là,
régénérés grâce à des zones épargnées qui ont servi de réservoir naturel. D'ailleurs, il y a fort à parier que les réseaux mycorhiziens ont accéléré la recolonisation. Mais malheureusement, le tsunami de 1700 n'est pas la seule catastrophe que cette forêt a dû affronter. Au XXe siècle, une autre menace est apparue. Bon, là je suis en route pour essayer de trouver une ligne de chemin de fer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça fait un moment que je tourne dans la forêt pour essayer de la trouver, mais j'y arrive pas. Évidemment, comme d'habitude, il pleut. Ok, enfin je l'ai trouvé. Pour vous raconter un peu l'histoire, ces rails ont été construits un peu avant 1900, notamment pour développer le tourisme sur la côte, mais aussi bien sûr pour transporter les marchandises et notamment le bois qui était très exploité à cette période-là. À partir des années 1860, les premières scieries s'installent sur l'île de Vancouver. Les Européens découvrent les Douglas géants et réalisent qu'un seul de ces arbres peut fournir autant de bois qu'une dizaine d'arbres européens avec une qualité supérieure. Au début, le travail est entièrement manuel et super dangereux. Les bûcherons grimpent sur des planches fixées au tronc parce que la base des Douglas est trop large pour leur scie. Il leur faut parfois plusieurs jours pour en abattre un seul. Mais tout change en 1885 quand le réseau ferré canadien relie pour la première fois l'est et l'ouest du pays. À partir de ce moment-là, le bois de l'île de Vancouver peut être expédié partout dans le monde. La demande devient massive, les technologies évoluent rapidement, scie mécanique à vapeur, câbles d'acier, tracteurs, puis tronçonneuses dans les années 1950. Ce qui prenait des jours ne prend plus que quelques heures. Et pour acheminer ces arbres géants jusqu'aux scieries, l'industrie utilise le flottage du bois. Les troncs sont attachés ensemble, jetés dans les rivières et ils dérivent naturellement pendant des dizaines de kilomètres. À la base, je trouvais ça hyper malin comme méthode de transport, jusqu'à ce que j'apprenne que des générations entières de saumons ont vu leur habitat détruit par ces troncs qui raclaient le fond des rivières et bloquaient leur remontée. À cause de ça, cette pratique a été interdite dans les années 70, mais aujourd'hui encore, on peut voir dans certains estuaires des centaines de troncs flottés. Ils sont regroupés ici en immenses radeaux avant d'être remorqués par la mer jusqu'aux scieries. En tout cas, le bilan est lourd. En un siècle et demi, 80% des forêts anciennes de l'île de Vancouver ont disparu. Et même aujourd'hui, l'exploitation continue. Environ 10 000 hectares de forêts anciennes sont coupés chaque année sur l'île. C'est l'équivalent de 40 fois le bois de Vincennes chaque année. Face à cette destruction, il y a quand même eu des moments de résistance. À l'été 1993, quand le gouvernement annonce son plan d'exploitation de Clayoquot Sound, qui est une immense forêt ancienne, des milliers de personnes affluent de partout pour bloquer les routes forestières pendant des mois. 856 personnes sont arrêtées, c'est le plus grand acte de désobéissance civile de l'histoire canadienne. Le scandale prend de l'ampleur et sous la pression, le gouvernement finit par céder. En 2000, Clayoquot Sound devient réserve de biosphère UNESCO et aujourd'hui, plus de 60% de la zone est préservée. Bon, après plusieurs jours sur place, il était temps de rentrer. En quittant l'île par la mer, exactement comme l'ont fait Cook et Vancouver il y a plus de 2 siècles, on voit cette côte un peu différemment. À l'époque, ils décrivaient une façade sauvage et brumeuse, ils ignoraient qu'ils venaient de longer une forêt pluviale tempérée, l'un des écosystèmes forestiers les plus rares de la planète. Ce qu'on observe aujourd'hui sur l'île de Vancouver, c'est le résultat d'un enchaînement de processus qui se sont perfectionnés pendant des centaines de milliers d'années. Dans ce court documentaire, j'ai simplement voulu partager un aperçu de cet écosystème que je trouve impressionnant. J'aurais pu mentionner plein d'autres choses, parler des insectes et araignées que j'ai pu filmer, des loups côtiers qui sont une espèce de loup assez particulière, des loutres de mer qui sont très nombreuses dans la région, mais j'ai préféré garder une vision assez globale, j'espère que ça vous aura intéressé. De mon côté, je pars dès maintenant bosser sur le prochain documentaire et je vous dis à très vite.